TV Web do FaceTubes, aqui e agora. A programação da TV Web do FaceTubes. Você é a chave da audiência. TV Web do FaceTubes. A nova mania de se livrar da mesmice das redes sociais. Hoje a TV do FaceTubes resgata um vídeo histórico que mostra a entrevista de Antenor Borgeia, na época, adido cultural em Paris, com o fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado, recém-falecido. Je m'appelle Antenor Borgeia, je suis un diplomate. Je m'occupe des affaires culturelles à l'ambassade du Brésil en France. Et dans notre travail de diffusion culturelle, nous organisons des expositions d'art plastique, de peinture, de sculpture, photographie. Nous organisons des concerts de musique classique, musique populaire. Et ce soir, j'ai le grand plaisir de rencontrer Sebastião Salgado. C'est un photographe brésilien qui a parcouru le monde et qui connaît un grand succès en France maintenant. Au sujet de son exposition au Palais de Tokyo, La main de l'homme, on va parler avec Sebastião Salgado. Sebastião Salgado, qu'est-ce qui vous a amené à faire la photo? Ça, c'est une question très difficile à répondre. Qu'est-ce qui m'a amené à faire la photo? La photo a fait une espèce d'invasion dans ma vie. J'ai découvert la photo très tard. Je suis venu à Paris en 1969. En 1970, ma femme faisait architecture à l'école de Beaux-Arts. Elle achetait un appareil photo pour ses photos d'architecture. Et en regardant dans cette caméra, au premier jour qu'elle l'a acheté, j'ai découvert le monde d'une autre façon. J'ai commencé à me relationner avec les choses d'une autre manière. 3-4 jours après, on avait acheté un autre objectif, une semaine après, une autre. Et un mois après, j'avais un labo, j'ai commencé à développer, à tirer des photos. Et à partir de là, j'ai commencé à aller un peu plus loin, à étudier un peu. J'ai quitté Paris, parti vivre à Londres, j'ai travaillé à l'Organisation internationale des cafés. Et à cette époque, je faisais beaucoup de missions en Afrique. Je travaillais à la fin pour une banque d'investissement. C'était le fonds de diversification de cette organisation. À l'époque, on avait une énorme production de café dans le monde, comme on a jusqu'à aujourd'hui. Seulement qu'il y avait un fonds d'investissement pour faire la diversification de cette culture de café. Et donc, j'ai voyagé énormément en Afrique pour trouver des projets de diversification de cette culture. Et j'ai amené mon appareil photo avec moi. Quand j'ai rentré d'Afrique, ces photos me donnaient 10 fois plus de plaisir que les rapports économiques que je devais écrire. Et à partir d'un certain moment, je vis que je ne pouvais plus continuer en étant seulement économiste. Il fallait que j'échange un petit peu. Et là, j'ai commencé à faire une relativement bonne formation. J'ai commencé à étudier beaucoup, toute la partie technique, à regarder énormément de photos et développer mes pellicules. J'ai commencé à apprendre vraiment comment exposer un film. Et vers 1973, j'ai demandé démission de mon travail. On a retourné à Paris. Et là, j'ai commencé ma vie de photographe. Et vos photos, elles sont spéciales dans le sens qu'elles montrent une condition humaine tout à fait différente de ce qu'on voit normalement dans la photographie aujourd'hui. Sebastião Salgado, j'ai vu des expositions à vous, je connais vos livres, je connais un peu votre œuvre, enfin. Et je parle un peu il y a une littérature sociale, il y a un théâtre social, il y a un cinéma social. Est-ce qu'on pourrait dire que votre travail, votre photographie est une photographie sociale? Écoute, comme il y en a une littérature sociale, il y a un cinéma social, il y en a une photographie sociale, nécessairement. Les Américains appellent ça documentary photography. En français, peut-être, ça serait quoi? La photographie concernée, photographie engagée. Je fais partie d'une agence, c'est l'agence Magnum. On est un relativement grand groupe de photographes qui travaillent sur la photographie sociale. D'ailleurs, l'histoire de Magnum, c'est un peu l'histoire de la photographie sociale récente. N'est-ce pas? Magnum a eu une grande exposition
ici au Palais de Tokyo, en 1989, pour la commémoration des 40e anniversaire de l'agence Magnum. Et peut-être plus de la moitié de l'exposition, ou beaucoup plus, 70% de l'exposition, c'était une exposition liée à la condition humaine, n'est-ce pas, à la photographie sociale. Donc, nous, on n'est rien de plus et rien de moins que des vecteurs qui essayent de lier un côté des problèmes, essayent de regarder où les choses se passent pour donner à voir, pour donner à montrer aux gens qui n'ont pas la possibilité d'y aller. Il y en a une liberté très grande pour les photographes. C'est très différent que pour les gens du cinéma, que pour les gens de la télévision, où normalement ils travaillent en équipe. Ils ont une mobilité relativement difficile, parce que le matériel est très lourd. Nous, on travaille normalement seul. Dans mon cas, par exemple, je me déplace avec mon matériel qui est relativement léger. Je déplace moi-même avec mes pellicules. Et jamais je vais accompagner de personne dans un reportage. Je trouve très difficile quand on vient réaliser un reportage social de venir d'un groupe, parce qu'il faut une certaine intégration, une certaine approximation avec les gens qu'on photographie. Et c'est très difficile de voir cette intégration si on vient avec une autre personne. C'est-à-dire il y a une espèce d'intimité entre le photographe et la personne ou la chose photographiée. Oui, il y en a une grande intimité, il y a une grande approximation entre le photographe et les personnes photographiées. Il faut qu'existe cette relation, parce que du contraire, c'est très très difficile de réaliser les photos. Et ces groupes de photographes que j'ai parlé il y a quelques instants sur des photographes sociaux, des photographes, des documentaire photographers, il faut qu'ils s'intègrent d'une certaine façon. Et donc, ça, on sent vraiment à la pratique qu'on fait des photos, c'est que quand on vient seul, on est assimilé, on est accepté, on est protégé par les groupes qu'on vient photographier, qu'on vient vivre avec. Moi, je passe longtemps à photographier, n'est-ce pas? Toute cette histoire qu'elle a derrière nous, ces reportages, j'ai passé à peu près 6 ans pour les réaliser. Il y a eu certains reportages que j'ai passé 3-4 semaines, d'autres que j'ai passé 4 mois. Et donc, il fallait que je vive avec les gens. Du matin au soir, que je suis là, intégré. À partir de ces moments, on ne sent plus qu'on y est. Ça fait partie de nous, ça fait partie des... À la fin, c'est une façon de vivre. Ce genre de reportage, c'est une façon de vivre. Il y a un plaisir immense de vivre comme ça. Je me souviens que je lis dans une interview que vous avez donnée, je crois, à Télérama, où vous parlez des abattoirs que vous avez vus aux États-Unis, au Dakota du Sud. Et vous parliez justement de ça. Vous étiez dans un abattoir tout à fait fermé, sans fenêtre, sans rien, en train de voir les animaux, le cochon, le vache être abattus, enfin, des milliers par jour, et ça vous a dégoûté d'une forme, parce que vous avez vu, c'était pas le problème des animaux, c'était les gens qui étaient là-dedans. Vous savez, il y en a quelque chose de très drôle. Quand les gens regardent ces images, principalement cette série sur le travail, il y en a une première tendance à penser à la dureté du sujet. Qu'est-ce que c'est difficile, qu'est-ce que c'est dur le travail? Effectivement, le travail est difficile, est dur, mais le travail est essentiel et nécessaire. L'homme a toujours travaillé, on travaille toujours. Si je prends une mine comme celle-là qui est derrière moi, les conditions de travail sont très difficiles aussi. Il faut transporter des sacs sur le dos, mais quand même on est en contact avec la nature. On vit, on travaille dans un groupe d'une façon relativement plus décontractée. Même si le travail est assez long, assez dur, il y a un rapport avec les gens. Et entrer, vous savez, je trouve que la chose la plus importante dans un travail, ou dans n'importe quoi on réalise au monde, c'est de se sentir partie d'un groupe, sentir partie d'une communauté. Sebastião Salgado, les revues, les journaux qui parlent de votre œuvre, ils mettent toujours l'accent sur votre côté, disons, humaniste, les professionnels conscients de la souffrance du monde, de la souffrance des damnés. Il y a un côté fort, un côté humaniste, une préoccupation personnelle. Vous croyez que ça vous faites intentionnellement, ce côté
On a déjà parlé vraiment de ce côté de spiritualité, comme s'il y avait une espèce de dénonciation. Vous le faites ça ou simplement parce que vous aimez? Écoute, c'est très difficile de dire ce qu'on aime, si c'est une façon de vivre, qu'est-ce que c'est. C'est drôle, une fois je parlais à Garcia Marques, et Garcia Marques m'a dit une chose: Sébastien, j'ai toujours écrit les mêmes livres dans des versions différentes. En réalité, dans la vie, on fait à peu près la même chose toujours, n'est-ce pas? On change un peu la façon de faire, mais on suit à peu près une ligne. On ne sort pas énormément de cette ligne. Et à la fin, ce que j'ai fait avant de faire de la photo, je viens d'un pays où les situations sociales sont assez précaires, où les conditions de vie ne sont pas faciles, n'est-ce pas, où toujours on était mélangé à des groupes qui militaient très très proches du social. J'étais lié à des partis politiques au Brésil, à des partis politiques ici en France, n'est-ce pas? Et donc, j'ai eu un comportement de vie qui, quand j'ai abandonné la photographie, j'ai devenu photographe, je crois qu'il n'y a pas énorme changement dans ma vie. J'ai continué à faire à peu près la même chose. Et donc, qu'on part sur le terrain pour faire ce genre d'images, certainement on ne part pas ici pour faire de belles images. On ne part pas ici pour faire des scoops. Et donc, je crois que tous les photographes desquels j'ai fait partie, n'est-ce pas, toute cette partie, ils ont une raison déterminante d'y aller sur place. Ils ont besoin de raconter quelque chose. Ils ont besoin d'être concernés avec les moments qu'ils vivent, avec l'histoire qu'ils sont en train de subir, avec les moments historiques qu'on est en train de croiser dedans. Il faut rapporter quelque chose là-dedans. Quelquefois, ces images ont été utilisées aussi pour beaucoup d'organisations humanitaires, pour provoquer un débat, pour trouver des fonds, pour discuter d'une condition de vie. Et donc, il y en a énormément de places où ces photos doivent aller. À la fin, ce travail, il est fait presque pour provoquer un débat, pour motiver un débat, pour motiver une discussion. Sébastien, nous avons déjà parlé un peu de votre travail comme photographe. Sébastien, l'homme. J'aimerais bien vous poser des questions à ce sujet-là. Vos goûts personnels, vous aimez les sports, vous aimez la musique. Qu'est-ce que vous faites? Écoute, je fais toutes les choses que tous les gens font, tous les jours. Je suis une personne comme tout le monde, comme tous les autres, bien sûr. J'adore le foot, j'adore le sport. Vraiment, le foot, pour moi, c'est quelque chose de plus fort que moi. N'est-ce pas? Je n'ai jamais photographié le foot, mais j'adore les regarder. Venir au stade, regarder à la télévision. J'ai l'équipe pour laquelle je tiens énormément ici, au Brésil, ici en France. Ici en France, oui. Ah oui, je suis énormément le foot ici. Je suis tous les championnats français, toute la coupe européenne, tout. Bien sûr que ça m'intéresse énormément. Je lis beaucoup la presse. Et quand je voyage, j'ai plus de journaux. À ce moment, c'est la radio qui fait un peu les fonctions des journaux. Et quand je suis à Paris, quand je suis au Brésil, un endroit où je suis plus ou moins fixe, j'adore lire les quotidiens. Et pas seulement 2, 3 quotidiens pour faire une certaine pondération, une certaine moyenne. Pas mal de littérature. Donc, ma vie, c'est une vie normale, comme tout le monde. J'ai une famille, je suis marié, j'ai des enfants. Un de mes enfants, le plus petit, il est mongolien, c'est le syndrome de Down, non? Il est trisonomique 21. Et c'est une personne qui m'a appris beaucoup de la vie. Il s'est fabuleux, un trisonomique. Un trisonomique, c'est une personne capable de donner seulement ce qu'il y a de bon dans l'espèce humaine. Ils ne sont pas mauvais. Il n'y a rien de mauvais dans un trisonomique. Il est capable seulement de donner d'amour. Et donc, c'est une personne qui a maintenant 14 ans presque. Il m'a appris énormément dans la vie, comme il a appris à l'autre fils. J'ai un autre fils de 19 ans, qui est à la fac maintenant. Il veut faire économie. Et il a appris énormément à ma femme. Et donc, il y en a un équilibre de famille. Vous aimez la musique, bien sûr. Hein? J'aime beaucoup la musique. La musique est une chose qui est dans notre sang, dans le sang de chaque Brésilien. Oui, c'est très juste. Et j'adore la musique populaire brésilienne. J'aime beaucoup le classique aussi, mais la musique populaire brésilienne, c'est quelque chose de très, très important pour moi. J'adore chanter. On vient d'un pays où on chante beaucoup. Ça, quelquefois, ici, quand on dit en France, les gens trouvent ça un peu différent qu'on chante, n'est-ce pas? Mais on chante tout le temps.
Et on connaît les lettres, les mots des chansons qu'on a écoutées quand on était enfant. Mais il faut dire que notre éducation aussi, à l'école primaire, aux personnes de mon génération, de notre génération, on apprenait beaucoup de musique des populaires, des Villa-Lobos qui faisaient ces interprétations, les arrangements pour les écoles primaires, pour les chansons des... Je ne sais pas comment on appelle ça en France, les chansons d'enfants qu'on chante en donnant la main et tout. Et ça, on a une éducation, on a eu le privilège d'avoir une certaine éducation musicale aussi, n'est-ce pas? Et donc, ça me plaît énormément, la musique, bien sûr. Bon, il y a une question que j'aimerais vous poser au sujet de... Vous êtes brésilien. Au Brésil, il n'y a pas une école brésilienne de photographie. On connaît plutôt la musique brésilienne, le football brésilien, l'automobilisme brésilien. Ce fait d'être photographe avec le nom que vous avez, d'être brésilien dans un milieu dominé par des Européens et des Américains, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans ce fait pour vous, comme Brésilien? Écoute, je ne crois pas qu'un photographe photographie seulement avec les dernières informations qu'il y a dans la vie. N'est-ce pas? On photographie avec toute la vie. Et donc, moi, quand je prends mon appareil photo, je le mets dans l'œil, à ce moment, je suis en train certainement de regarder les cadres, de réaliser une image avec mon père, avec ma mère, avec mon petit village à l'intérieur du Brésil où je suis né, avec tous les pluies que j'ai pris sur la tête quand j'étais gosse, avec toutes les lumières que j'ai eues dans mon village, avec tout ce que j'ai appris pendant la vie là-bas, n'est-ce pas, dans les écoles. Mais certainement, je suis en train de photographier aussi avec mon école d'économie, avec ce que j'ai appris en France, n'est-ce pas? J'ai fait un appareil d'idées qu'on pourrait appeler idéologie, n'est-ce pas? Et j'ai fait mon intervention dans la réalité avec ça. C'est pas avec une autre chose. Bien sûr que le fait d'être né au Brésil, d'avoir vécu au Brésil pendant longtemps, j'ai certainement une manière assez brésilienne de regarder le monde. Mais je crois que chaque photographe qui photographie, n'est-ce pas? Chaque photographe, chaque écrivain qui écrive, chaque cinéaste qui réalise ce film, il réalise avec ses arrières. Sébastien, cette exposition que vous faites ici à Paris connaît un grand succès du public, de presse. Et vous avez dit avant qu'elle part d'ici, elle va en Espagne, au Portugal. Ça continue? Oui, voilà. Pas exactement ce jeu de photos qui sont ici, mais la même exposition. Elle a commencé pratiquement en même temps qu'ici, aux États-Unis, à Philadelphie. Donc, on a cette exposition qui est à Philadelphie maintenant. Elle est ici à Paris. On doit commencer l'exposition à Madrid le 10 avril, excusez-moi, le 10 juin, à la Bibliothèque nationale de Madrid. On le fait avec le ministère de la Culture et avec les quotidiens El País en Espagne. Elle doit commencer aussi au Portugal le 28 juin, un autre jet de cette exposition. Et après, ça doit tourner un peu partout, n'est-ce pas? On doit aller en Amérique latine, commençant par le Brésil, l'Uruguay, l'Argentine, la Colombie, le Venezuela, le Mexique. Ça doit aller aussi en Asie, en Chine. C'est-à-dire que c'est un tour du monde vers cette exposition. Écoute, c'est la tentative qu'on a avec cette exposition, n'est-ce pas? C'est de provoquer ces débats que je dis sur le travail, sur le transfert des revenus d'un côté du monde vers l'autre, de se poser un peu les questions de la classe ouvrière. Et j'espère la poser un peu partout. J'essaie, par exemple, de trouver des places des pays où j'ai photographié au Bangladesh. Et je suis en discussion avec les gens d'Indonésie pour essayer de voir si on peut la faire à Jakarta, en Inde. Et j'essaie de voir si pendant quelques années on peut faire tourner ces expositions. Je suis très content parce qu'il y a énormément de gens qui sont en train de les visiter. Donc je crois qu'elle commence à trouver son chemin et à provoquer son débat. C'est bien. Et à part cette exposition et les autres choses que vous allez montrer là-bas, dans ces pays que vous avez mentionnés, mais il y a d'autres projets au dehors de cette exposition, la main de l'homme. Ce que je fais maintenant, c'est une histoire. Si j'ai les santé pour les réaliser, parce que c'est un projet à long terme aussi. C'est une histoire sur les déplacements des populations au monde. Ce qu'on appelle en portugais la travessie, ça veut dire la traversée. Et on voit à ce moment, par exemple, vous savez, au début de notre siècle, on devait être à peu près 1,6 milliard de personnes qui vivaient sur Terre. 50 ans après, on était 2,5 milliards. Ça veut dire qu'on a grandi de 900 millions de personnes en 50 années. Dans les 40 et quelques dernières années, après 1950, on a déjà grandi à peu plus de 3 milliards.
Donc on est en train de grandir dans une progression géométrique des populations. Beaucoup de ces populations sont en train de grandir au sud, pas ici, parce qu'ici on voit même une réduction des natalités, les taux de fécondité. Ils tombent énormément dans les pays du Nord. Donc les conditions de vie, de survie dans les pays du Sud, elles sont chaque fois plus difficiles. On a une population chaque fois plus grande pour manger un gâteau chaque fois plus petit parce qu'il y a un transfert immense de toutes les richesses du Sud vers le Nord. Et donc ce qu'on commence à assister maintenant, c'est une énorme migration, une énorme transhumance presque de cet animal humain, n'est-ce pas? On voit par exemple aux États-Unis, on a aujourd'hui peut-être un peu plus de 30 millions de Latino-Américains. 24 millions qu'on sait où ils sont, il y a à peu près 6 millions de clandestins. Donc on a une quantité de clandestins qui continuent à monter et qui vont monter n'importe comment. On a un point de passage fabuleux à Gibraltar. On a un autre en Sicile. On a d'autres qui viennent d'autres parties par l'Allemagne, par la Yougoslavie, peu importe. On a tout ce mouvement des pays de l'Est vers l'Europe. On a des mouvements, par exemple dans l'ex-Union soviétique, on doit avoir à peu près 30 millions de pas-Russes qui vivent dans la Russie. On a à peu près 25 millions de Russes qui vivent dans des pays de la ex-communauté économique, de la ex-Union soviétique. Donc il y en a un mouvement fabuleux. Dans les 5-6 dernières années, on a eu un doublement de la population réfugiée au monde. On passait de 9 à 18 millions de réfugiés au monde. Et donc c'est là-dessus que je vais travailler. Je vais faire les points de passage, je vais faire l'installation de ces populations, toutes les résistances, les énormes xénophobies qui commencent à apparaître. C'est une résistance tout à fait naturelle, n'est-ce pas? Mais donc, c'est là que je vais travailler pendant quelques années. Et donc, il y en a des histoires incroyables à faire. On est en train, probablement, de constituer la race universelle. C'est très bien, je trouve ça. Parce que quand il y a des gens qui marchent, qui arrivent ici, normalement, c'est des gens qui n'amènent pas avec eux un grand background intellectuel, mais ils amènent leur langage. Et avec leur langage, ils amènent leur culture. Ils sont en train de changer d'autres cultures. Ça, c'est très bien. Parce que quelquefois, en vivant dans des pays du Nord, on a une certaine tendance à penser que la culture, c'est une culture de biens matériaux, une culture riche. Mais vous savez, si on va au Bangladesh, on apprend tellement. Il y a une culture fabuleuse au Bangladesh. Il y a beaucoup de quoi apprendre. Et je crois que toute cette miscigenation va mener à une richesse culturelle fabuleuse au monde. On prend aux États-Unis aujourd'hui, dans la région sud des États-Unis, n'est-ce pas, avec l'arrivée des Latinos. Il y en a un brassage de races fantastique, il y a une richesse beaucoup plus grande au sud des États-Unis, il y en a une adaptation à cette nouvelle race. Je rappelle très bien, quand je suis venu au sud des États-Unis il y a 10-15 ans, il y avait une petite réticence vis-à-vis des Latino-Américains. Aujourd'hui, il n'y a plus. Tout s'est bien mélangé, c'est bien adapté. Aujourd'hui, la Californie arrive presque à 27% de scolarisation pour des enfants latino-américains. C'est fabuleux, tout ça. Vous parlez avec un tel enthousiasme, c'est impressionnant. Alors vous êtes un optimiste, un grand optimiste. Non, je suis un optimiste. Je crois que certainement, on va vers une solution. Parce que si on ne trouve pas une solution, n'est-ce pas, ensemble, on ne trouvera pas. Vous savez, à quel point on trouve, je nous trouve une espèce un peu prétentieuse sur certains points. Vous savez qu'on a eu des espèces qui ont vécu avant nous, beaucoup plus puissantes physiquement que nous. On prend les dinosaures, peut-être qu'ils ont vécu plus de 100 millions d'années. Ils ont disparu. Nous, si on ne fait pas attention à nous-mêmes, n'est-ce pas, si on ne nous prend pas en main, si on ne nous protège pas, parce qu'en protégeant les gens de l'Afrique, les gens de l'Éthiopie, si en protégeant les gens de Bangladesh, de l'Inde, de l'Amérique latine, on est en train de nous protéger nous-mêmes, n'est-ce pas? On est une seule espèce. Mais si on disparaît, on disparaîtra ensemble. Si on va survivre, on survivra ensemble. Donc il faut commencer à penser en groupe. Je ne crois plus qu'il y a une solution française, je ne crois plus qu'il y a une solution allemande, je ne crois plus qu'il y a une solution brésilienne, une solution indienne, où on a une solution de groupe, on n'a pas. Je crois que la solution pour nous, espèces humaines, ça va être dans la relation parmi nous, où on est capable de s'aimer, de se protéger, n'est-ce pas? Et à ce moment, on a assuré notre survie. Si on n'est pas capable de ça, on ne survivra pas. Mais j'ai un espoir qu'on le trouve. Ça a été un plaisir énorme d'avoir quelques minutes avec Sebastião Salgado, qui nous a montré ce témoignage d'espoir, d'optimisme
et d'humanisme dans le meilleur sens camusien. Il faut croire aux hommes. Et c'est ce qu'il a dit. J'étais très heureux d'être ici.